Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un roman avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir Gregor Péan. Bonjour Gregor. Bonjour. Gregor Péan, vous êtes écrivain, vous êtes notamment l'auteur du dernier livre de Jean Gregor et de La seconde vie d'Eva Braun, prix des lecteurs de la ville de Brive et prix Griffe Noire en 2022. Nous vous recevons aujourd'hui pour votre roman Le ciel t'attend, publié aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Le ciel t'attend, c'est l'histoire d'une période, l'URSS post-stalinienne, d'un pouvoir politique, celui exercé par Khrouchtchev, d'une ex-espionne à l'influence décisive Marina Sokovna et d'une personnalité connue du monde entier, Yuri Gagarin. Tous ces protagonistes vont se retrouver autour d'un défi commun, l'envoi du premier homme dans l'espace. Alors Le ciel t'attend raconte cette conquête spatiale, mais il nous plonge aussi au cœur de la guerre froide, de l'exercice du pouvoir soviétique, tout en racontant en détail l'histoire hors du commun de Yuri Gagarin, premier homme à voler dans l'espace. Alors Gregor Péan, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter son histoire ? Alors, il faut d'abord dire que je travaille dans l'aviation depuis 25 ans. Donc, toutes les histoires de carlingues, de métal, de voilure me touchent particulièrement. Et il est vrai qu'un jour, je suis tombé sur un document sur Yuri Gagarin et j'ai tout de suite trouvé que ce personnage était romanesque et qu'il était traité de façon biographique, sinon hagiographique, ce qui m'intéressait peu, on va dire. Donc j'ai cherché à lui donner une sorte de présence humaine, à me mettre dans sa peau pour essayer de comprendre ce qu'il a vécu, ses sentiments de joie, évidemment, de peur aussi, d'angoisse. Enfin, tout ce qui a fait sa vie est faite d'émotions très très forte. L'idée du livre est partie de ce personnage. Et comme je vous le disais, je ne voulais pas faire une biographie qui pour moi n'avait moins d'intérêt, ou on va dire que je ne suis pas doué pour ça. J'ai raconté l'histoire de la conquête spatiale soviétique et donc de Yuri Gagarin avec quelques artifices, on va dire, fictifs. Notamment, vous avez parlé de Marina Sokovna, ancienne espionne, qui se retrouve à être, d'une certaine manière, l'assistante occulte de Yuri Gagarin, ce qui m'a permis d'arriver à des moments d'intimité avec Yuri Gagarin. Mais c'est un personnage qui a vraiment existé, Marina Sokovna. Alors, c'est-à-dire qu'elle a existé, oui, mais pas sous ce nom. Voilà. Donc c'est du fictif, inspiré de réalité, inspiré d'histoire. D'ailleurs, tout est vraiment... tout est vrai, hein, sauf le roman que je raconte, le roman de ces quatre personnages. Et je suis obligé de raconter une histoire pour que ce soit intéressant. Et donc, c'est ce qui fait la différence, encore une fois, entre le roman et la biographie. Le livre s'appelle Le ciel t'attend. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre ? Alors, j'aime bien les titres à plusieurs sens. D'abord, le tutoiement. Yuri Gagarin est quelqu'un de sympa, d'abordable, et j'aimais beaucoup qu'on ait le tu dans le titre. Et ensuite, oui, le ciel attend ce gamin. En fait, il est passionné d'avion, très jeune, et il va faire un détour. Il était promis à une carrière de métallo, de chef métallo, contremaître métallo. Et puis sa passion pour les avions, pour les aéronefs, le fait dévier de sa trajectoire. Et c'est comme ça qu'après quelques années, il se retrouve sélectionné pour aller dans l'espace. Donc, le ciel l'attend, Yuri Gagarin. Donc, il y a vraiment quelque chose de
de Tripal quasiment. Et puis, en sens réel, dans le club d'aviation où il se trouve, il y a cette pancarte et il y a marqué Camarade, le ciel t'attend. Et puis évidemment, ça a une autre symbolique, on va dire spirituelle, à la fois le ciel, parce que c'est l'aspiration, et puis c'est aussi la mort. Je ne veux pas spoiler, mais voilà, il y a quelque chose d'assez tragique dans le destin d'Yuri Gagarin, et c'est pour ça que le titre a, une justification diverse et complète. Le ciel t'attend, ça s'adresse évidemment à Yuri Gagarin, mais ça raconte aussi beaucoup des autres personnages. Qu'est-ce que le titre traduit d'eux? Mais si vous voulez, on est dans un contexte, vous en avez parlé au début, on est dans un contexte de guerre froide, et il y a, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une sorte de course. Alors, c'est d'abord une course militaire, une sorte de course à la roquette, à la fusée, qui va envoyer l'arme la plus puissante pour ne pas être dominé par l'ennemi, quoi. Les États-Unis, là, en l'occurrence. Les États-Unis, en l'occurrence. Alors, ça commence avec Hitler, hein, la course à la fusée. Voilà, et heureusement pour l'humanité, Hitler a perdu. Et du coup, les Américains s'emparent de Werner von Braun, qui est un ingénieur allemand, et qui est le père de la fusée américaine moderne, qui a mené les astronautes sur la Lune. Il s'empare, et de l'autre côté, on récupère les plans du fameux V2 de Werner von Braun, et on a un certain Sergueï Korolev qui va plancher, qui va travailler parce qu'il est rentré dans cette course à la fusée, quoi. Et dans ce contexte, il y a une espèce de compétition, et si vous voulez, Staline va mourir, et on a Khrouchtchev qui arrive après Staline, et on sait à quel point il va déboulonner la statue de Staline, et il va sortir de cette espèce de spirale un peu cynique et terrible, hein, de la punition, des goulags, etc. Et il va avoir cette chance, cette aubaine extraordinaire, que cette course à l'armement se transforme en conquête spatiale. C'est-à-dire qu'au début, les ingénieurs planchaient sur des fusées pour envoyer des bombes atomiques, et puis petit à petit, on réalise que voilà, ce qui est important pour la conquête symbolique de l'espace, et l'espace dans tous les sens du terme, on va envoyer un homme. Globalement, celui qui envoie un homme en premier dans l'espace marque son territoire, quoi. C'est ça que je voulais vous demander. Quels étaient à l'époque les enjeux autour de la conquête de l'espace? En fait, il faut savoir que quand on envoie un homme dans l'espace, c'est le signe d'une maîtrise incroyable. Il faut tout inventer. Il faut inventer la climatisation, parce qu'il fait quand même 250. Il peut faire 250 degrés, il peut faire moins 40 dans la capsule. Il faut inventer l'oxygène, il faut inventer l'atterrissage, le passage dans la couche. Voilà, il y a plein de choses à inventer. Donc, si vous voulez, c'est une démonstration de maîtrise technologique très forte. Donc cette course, elle est à la fois symbolique, comme je vous disais, parce que il faut savoir que la première fois que Spoutnik a été envoyé, cette espèce de petite boule de 58 cm, les Américains se sont dit on a perdu, quoi. On est dominé. Là-dessus, sur Spoutnik, est-ce que vous pouvez nous décrire l'impact qu'a eu ce premier lancement réussi sur l'opinion, mais aussi sur le pouvoir politique et sur les États-Unis? Les Américains, ils sont vantards d'une certaine manière. Ils étaient là, hein, ils commençaient à tourner des films. Nous, l'espace, ça va se faire facilement, etc. Et l'URSS, fabriquait ces fusées dans le secret. Et donc, on est dans un contexte, attention, aussi de guerre froide et de menaces atomiques. Et tout d'un coup, les Américains apprennent que Spoutnik, que cette petite boule de 58 cm de métal, il n'y a rien dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de bombe, il n'y a rien, leur est passé au-dessus de la tête. Et là, ils sont furieux. Ils se disent, alors, ça veut dire qu'on n'est même plus chez nous, quoi. Parce que là-haut, ils vont envoyer des objets, ils vont envoyer des hommes, des stations, et les premiers, généralement, ça veut dire qu'ils sont en avance. Donc ça a un impact énorme, et on peut dire que Spoutnik, donc je crois que c'est octobre 57, c'est le véritable début de la course à l'espace, qui va s'achever, on va dire, globalement en 69, quand Armstrong posera le premier pied sur la Lune.
Alors, pour atteindre le ciel, il y a un processus de sélection des futurs astronautes qui est mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous dites astronaute, ça me permet de vous Oui. dire que, en effet, les astronautes sont forcément américains, les cosmonautes sont forcément russes, etc., etc. Bon, chaque pays a son label particulier. Et donc, pour les cosmonautes, c'est vrai que, du coup, je raconte comment Gagarine et ses copains sont sélectionnés. Ça se passe dans les bases. Ils vont chercher des aviateurs, des jeunes aviateurs. Ils veulent des personnes qui ont peu volé parce qu'ils estiment que dans la fusée, ils feront rien. Ils voleront pas. À l'inverse des Américains Oui, à qui l'inverse des veulent des Américains pilotes qui expérimentés. cherchent des pilotes chevronnés, plus âgés, etc. Donc les critères de sélection ne sont pas les mêmes. Ensuite, ils sont évidemment dans l'inconnu, donc ils vont faire des tests, mais incroyablement difficiles. Ça va être des semaines d'isolation, ça va être des centrifugeuses à vous faire vomir tripes et ulcères. Parce qu'on est dans une époque où on ne sait tellement pas ce qui va se passer qu'on préfère les tester à la limite, on va dire. Et puis voilà. Et surtout, ce qui émerge de tout ça, ça va être aussi le mental. Et c'est là où notre petit Yuri va sortir du lot d'une certaine manière. Parce que quelque part, Yuri, on l'a tous connu à l'école ou en entreprise, c'est celui qui dit tout va bien. C'est que oh, ça va? Ouais, ça va toujours, moi. C'est ça, Yuri Gagarin. Donc, c'est celui qui s'énerve pas, c'est celui qui est patient, et c'est celui en même temps qui dramatise pas. Et donc, on va dire, c'est pas le meilleur, hein. C'est pas le meilleur en sport, c'est pas le meilleur à la centrifugeuse ou je ne sais quel appareil de torture, mais c'est le gars le plus chouette. Et on se dit, et notamment Marina Sokovna, même Korolev, les gens donc, qui sont autour et qui fabriquent cette espèce de nouvel être humain, le cosmonaute, on se dit que ce petit bonhomme, c'est le plus adapté parce que il est détendu, il est sympa, il s'énerve pas, il peut tout endurer d'une certaine manière. Tout va bien, quoi. Le 12 avril 1961, Gagarine est envoyé seul dans l'espace. Le vol dure 108 minutes. Que se passe-t-il pour lui une fois qu'il est dans le ciel? Alors, c'est une histoire extraordinaire parce que c'est 108 minutes où il commence, parce que c'est un militaire, donc il va commencer à rendre compte. Il va dire, écoutez, voilà, moi, je vois les montagnes presque en sifflotant, et on lui a donné une sorte de carnet de notes avec un crayon de papier, et il commence à rédiger à la fois son journal et à la fois à raconter ce qu'il ressent. Il dit, moi, je veux très bien, là, tout va bien. Etc. Et là, il va perdre son crayon de papier. Donc là, il va commencer, évidemment, les choses vont commencer à tourner un peu différemment, mais il va garder son moral. Alors, à un moment, il va quand même aller jusqu'à plus de 300 km, alors que c'était pas du tout prévu, quoi, hein. Donc, il était tout à fait possible qu'on le perde. Rien n'indiquait, bon, les savants et Korolev sont derrière tous ces calculs, mais après tout, il aurait très bien pu dériver et puis disparaître. Il faut savoir que Leica, donc la première chienne qui a été envoyée dans l'espace, elle a tourné pendant des semaines et des semaines. Et elle a fini, c'est horrible à dire, mais grillée dans son petit satellite. Donc voilà, Yuri Gagarin, il s'y flotte, il raconte, et puis à un moment, il se retrouve de l'autre côté et il voit plus rien. Et il perd contact, mais il retrouve contact. Il re-rentre dans l'atmosphère. On est à 3000 degrés, ça rougeoie de partout, ça chauffe, etc. Et finit par passer, et siège éjectable. Là, il est avec son parachute, il voit la Volga pas loin, et il se dit, mais je vais aller dans l'eau, là. Et puis finalement, il y a un vent favorable, et pouf, il arrive, il pose ses pieds sur la terre, labourée. C'est un chanceux, Yuri Gagarin. C'est un aussi chanceux. un trait de son histoire qui est important. Je reviens juste sur le moment où il est dans le ciel. Il vient de rentrer dans l'atmosphère. La capsule dans laquelle il se trouve arrive du côté de la Terre qui cache le Soleil. Oui, Et là, il se retrouve en pleine nuit. ouais. Vous écrivez à ce moment-là, « Et si un homme n'était plus rattaché à rien, si sa fonction n'était autre que celle d'exister, au-delà des prouesses techniques, y a-t-il ce qu'on appelle la réflexion ?» Qu'est-ce que vous avez voulu raconter de la condition d'homme ici, à travers votre personnage et à travers ce qu'il vit à ce moment-là? Yuri Gagarin, à plusieurs reprises dans sa vie, vit des choses tellement fortes que... alors là, c'est le romancier qui se met à sa place et qui du coup, est obligé de réfléchir à ce que ça implique.
Et en effet, il va vivre des moments de joie intense, de solitude profonde. Et je me suis mis à sa place. Il est tout d'un coup rattaché à plus rien. Il n'est même plus rattaché à l'humanité. Il est dans sa petite boîte de conserve. Pendant quelques minutes, euh, c'est comme si sa personnalité ou sa nature humaine ressortait. Et j'ai imaginé à la fois de la solitude, à la fois des questions qui allaient dans son esprit. Et puis, avec Yuri, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments tellement fous, tellement forts, qui créent de la question, du questionnement. Et puis, il est rattrapé par la Terre, par la chute, parce que la vie d'Yuri Gagarin, c'est des histoires de chute aussi. Il s'est chuté jusqu'au moment où. Et donc, ce sont des réflexions. On en a aussi quand il fait des tournées à travers le monde. On a des moments quand même où il y a de quoi se poser des questions, quoi, quand on est dans la peau d'Yuri Gagarin. En quoi atteindre le ciel, en quoi accomplir cet exploit a signé le renouveau du communisme? On est passé d'un modèle punitif à un modèle de rêve, globalement. On passe des goulags à tout d'un coup un petit bonhomme qui parle à tout le monde, qui a le même langage que le paysan, l'ouvrier. Et ce petit bonhomme, son message, c'est quoi? C'est tout va bien, la vie est belle. On est dans un système qui est magnifique, qui m'a permis à moi, petit homme du peuple, d'être au sommet de la technologie. Euh, donc on est vraiment dans un système complètement différent. Et j'ai essayé justement par l'entremise de Marina Sokovna, j'ai essayé de montrer à quel point ça a été un instrument. Alors on peut dire à l'Ouest de marketing, hein, d'image, de publicité, mais à l'Est, on parlait de propagande. Mais c'est une propagande c'est intéressant, c'est-à-dire que il ne joue pas Yuri, il y croit complètement. Parce que c'est merveilleux son histoire. Il était promu à faire un petit boulot dans une usine, à faire fondre du métal, et puis soudain il se retrouve une sorte de demi-dieu, quoi, hein. Et justement, Le ciel t'attend, c'est aussi l'histoire de l'instrumentalisation d'un succès, de l'instrumentalisation du statut d'un homme au service du récit national. Exactement. Une fois arrivé en haut, comment on fait pour garder sa place de numéro 1? En fait, je raconte quand même l'histoire d'un numéro 1 qui veut s'accrocher et d'une certaine manière qui n'y arrive pas. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse dans le personnage de Yuri. C'est-à-dire que il a volé une fois et en fait, on peut pas être et avoir été. Et c'est vachement touchant de voir combien Yuri s'est accroché. Et en même temps, c'est quelqu'un de très intelligent, d'instinctif, hein, mais de très intelligent. Donc, il a su. Alors, il voulait toujours voler, hein, il voulait toujours voler, mais il a su être le deuxième, par exemple, avec son camarade Komarov. Mais plus dans une logique de conciliation aussi. Oui. Et d'être de nouveau accepté, parce qu'il a été très jalousé aussi par Il a été par ce jalousé, statut. bah oui, il était jalousé, et puis en même temps, il fallait laisser la place aux autres. Non, c'est un destin à la fois magnifique et c'est très dur à vivre. C'est très dur à vivre d'avoir été. C'est une star, une des plus grandes stars mondiales, internationales. Enfin, je veux dire, à un moment, je le compare. Il y en a quelques-uns comme lui. Ça se compte sur les doigts de la main, hein. Il y a Christophe Colomb, etc. Et il y a Yuri Gagarin quand même. Reçu par la reine d'Angleterre Oui. en pleine guerre froide. Tout à fait. Reçu par les présidents du monde entier. Pas aux États-Unis quand même. Adulé. Alors lui, non, pas aux États-Unis. Mais il faut savoir qu'il y a une très très forte solidarité entre les gens de l'espace. Et donc il était quand même copain avec des astronautes, parce qu'ils se comprennent, ils parlent le même langage. Donc c'était vraiment, il a eu une vie, je pense, c'est à la fois magnifique et à la fois, c'est dur à vivre, hein, d'être au sommet en fait. Parce qu'on me redescendre, c'est ça la vraie question. Et c'est ça qui m'intéressait, moi, du point de vue romanesque. Pour finir, 2 questions. La première, est-ce que vous pouvez me donner un titre de musique, de chanson, qui pourrait être la bande originale du livre? Oui, il y a ce titre de David Bowie, dont évidemment je n'ai plus. Mais il raconte. Space Oddity? Space Oddity, voilà. Space Oddity. Et à un moment, d'ailleurs, j'ai failli l'écrire en exergue, et puis je me suis dit que je me le racontais un peu trop, donc c'est peut-être pas la peine. Donc Space Oddity. Et puis, en fait, Bowie, quelque part, c'est marrant. Il a écrit sur l'espace avec Major Tom. Et puis moi, j'adore Bowie.
Je suis allé à Berlin pour voir son studio d'enregistrement. Enfin bon, voilà. Donc ouais, non, je prendrais 2 titres de Bowie, Space Oddity, et puis un autre, voilà. Et dernière question, un titre d'ouvrage qui vous a marqué? Est-ce que je cite du français ou ce que je cite Ce qui vous fait plaisir. Bon, le contexte fait que je vais citer du russe et comme beaucoup, hein, j'ai été profondément marqué par Dostoïevski et notamment, allez, je vais partir sur Crime et Châtiment avec notre Raskolnikov, qui est un personnage torturé, qui réfléchit et en même temps qui veut faire le bien mais qui fait le mal. Donc j'ai presque envie de dire que c'est le personnage littéraire qui incarne le plus l'homme dans toute sa splendeur et sa misère. Donc voilà, Crime et Châtiment, Dostoïevski. Merci beaucoup Grégoire Perrand d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je rappelle que Le ciel t'attend est publié aux éditions Robert Laffont et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Berner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news, we're watching, fashion trends, pep talks where we give advice, mental health moments, and games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.